Bonjour et bienvenue dans Le Monde devant soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Hélène Decomer, rédactrice en chef du site et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, cofondateur de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hélène. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour Alain. Salut Hélène. Un plan de paix pour Gaza, c'est ce qu'a annoncé Donald Trump lundi 29 septembre aux côtés de Benyamin Netanyahou. 20 points pour mettre un terme à la guerre qui ravage la bande de Gaza depuis 2 ans maintenant. Car si les conditions sont acceptées par toutes les parties, la guerre s'achèvera immédiatement, promet le président américain. Le Premier ministre israélien a d'ores et déjà donné son accord. On attend maintenant la réponse du Hamas qui a beaucoup à perdre dans ce deal. Dans cet épisode, nous parlerons aussi du discours hallucinant de Donald Trump devant la haute hiérarchie militaire. C'était mardi 30 septembre. Le président américain a suggéré que les villes dirigées par les démocrates servent de terrain d'entraînement à l'armée américaine, s'estimant attaquée par des ennemis de l'intérieur. Le tout alors que la police de l'immigration, la désormais célèbre ICE, agit de plus en plus comme une milice hors de tout cadre réglementaire. Alors Alain, Jean-Marie, on va d'abord se pencher sur ce plan de paix pour Gaza, si vous le voulez bien. Parmi les points principaux, il y a la libération des otages retenus par le Hamas, le désarmement et la démobilisation de ce même Hamas, l'instauration d'une gouvernance palestinienne de transition, la fin de l'opération militaire israélienne dans l'enclave. Ce ne sont que quelques-uns, mais ce sont les principaux points. Est-ce que ce plan Trump vous semble être une proposition solide, Alain Frachon ? Oui, sur le papier, c'est une proposition solide. Est-ce qu'elle est bien construite? On ne sait pas. Est-ce qu'elle est vraiment acceptée par les Israéliens? On ne sait pas non plus, en dépit de la déclaration qu'a faite le Premier ministre Netanyahou à Washington. En anglais, il faut attendre ce qu'il dit à Jérusalem. En hébreu, pour savoir s'il ne pose pas de conditions. On sait qu'il pose des conditions. On n'a toujours pas la réponse du Hamas. Le président Trump avait donné 3 ou 4 jours au Hamas pour donner sa réponse. Faute de réponse, il a dit qu'il donnerait son feu vert à l'armée israélienne pour poursuivre la guerre. Je crois que pour comprendre ce document assez compliqué, il faut dégager 3 temps. Et il faut séparer la question du cessez-le-feu, de l'arrêt de la guerre, de la négociation de la paix. Ce sont 2 choses différentes. 3 temps. Le premier, c'est le cessez-le-feu. Si le Hamas accepte, si Israël ne pose pas de nouvelles conditions, les combats vont s'arrêter. Les combattants resteront sur place un moment, mais les combats vont s'arrêter. C'est la priorité au fond. C'est, je dirais, le moment qui nous intéresse le plus, qui intéresse le plus les Gazaouis et les Israéliens aussi d'ailleurs. Donc le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu, on saura très vite si il y a un oui ou non cessez-le-feu. Si le Hamas dit oui, c'est une sorte de reddition, on lui demande de se rendre, mais en contrepartie, il pourra soit faire amende honorable et certains de ses militants rester dans la bande de Gaza, soit ceux qui ne veulent pas accepter leur reddition, on leur propose de partir à l'étranger. Donc c'est une sorte de sauf-conduit pour les dirigeants du Hamas. Ça, on saura dans les 8 ou 10 jours, je pense. Après, il y a un deuxième temps qui est fondamental et sur lequel il y a déjà des différends. L'armée israélienne doit se retirer de la bande de Gaza. C'est le retrait. Les Israéliens ont déjà dit, et donc c'est là où leur acceptation est plus que conditionnelle, qu'ils ne partiraient pas de la bande de Gaza, qu'ils avaient découpé au sein même, à l'intérieur de la bande de Gaza, un périmètre de sécurité et dans lequel ils comptent bien rester le temps qu'il faudra, c'est-à-dire le temps que eux estimeront que la sécurité est revenue dans la bande de Gaza. Donc ça, ce sont les 2 premiers temps. Le cessez-le-feu, peut-être, on saura très vite. Deuxième temps, le départ israélien, c'est beaucoup moins évident. Et de ce point de vue-là, le plan est très incomplet puisqu'il ne fixe aucun calendrier. Et enfin, dans un troisième temps, il y aura le déploiement d'une force internationale de sécurité, essentiellement arabe. C'est pas mentionné dans le plan, dans le document. Et cette force internationale de sécurité contrôlera ou facilitera la gestion administrative, politico-administrative de la bande de Gaza et elle favorisera sa reconstruction. Vous noterez que pendant toutes ces 3 phases,
On ne demande rien au représentant légal, au regard du droit international des Palestiniens, c'est-à-dire l'autorité palestinienne. On ne la sollicitera que dans quelques années si la bande de Gaza est reconstruite, etc. Mais encore une fois, il n'y a pas de calendrier. Donc ce sont des échéances très lointaines, une négociation sur la paix entre Israéliens et Palestiniens, mais c'est véritablement repoussé à la fin des 20 points et c'est pas ce qui nous intéresse fondamentalement pour le moment. Je dirais que les deux points les plus importants, c'est le cessez-le-feu et le retrait de l'armée israélienne. Alors sur ces points d'ailleurs, Netanyahou a commencé d'infirmer un petit peu le document, puisqu'il a précisé aussitôt que l'armée israélienne ne se retirerait pas de la bande de Gaza, alors même que c'est un des éléments clés de ce plan, qui par ailleurs offrait au Hamas de libérer un certain nombre de prisonniers en Israël, certains d'entre eux étant condamnés à vie, donc condamnés pour des faits de terrorisme, d'autres c'est plus discutable, mais en tout cas ça faisait beaucoup de monde donc dans la balance. Et le Hamas, pour le moment, reste silencieux, ou en tout cas ce qui filtre, je ne sais pas si c'est le cas aussi de la presse américaine, mais dans la presse britannique, ce qui filtre, c'est que le Hamas, enfin l'état-major militaire du Hamas, ne serait pas en faveur de la signature de ce plan. Ce qui pose la question, je ne sais pas si Alain peut y répondre, de savoir qu'est-ce qui reste de l'armée du Hamas, parce que on chiffre en général à entre 20 000 et 25 000 les militants du Hamas qui auraient été éliminés pendant cette guerre, et pourtant il y a toujours des éléments on parle de plusieurs milliers peut-être de soldats ou de militaires du Hamas qui restent en place ou qui restent dans la bande de Gaza. Est-ce qu'on peut avoir une idée précise de ce qui reste comme force au Hamas précisément? Y a-t-il encore une direction du Hamas? Oui, à Doha, puisque les Israéliens, lorsqu'ils ont bombardé l'immeuble dans lequel ont lieu les négociations, et elles recommencent dans cet immeuble dans lequel ont lieu les négociations, n'ont visiblement pas réussi à éliminer les dirigeants du Hamas qu'ils visaient à Doha. Mais y a-t-il encore une direction militaire du Hamas dans la bande de Gaza? Honnêtement, je n'ai rien lu là-dessus, je ne sais pas. Et c'est une des questions que pose effectivement ce document. Y a-t-il encore des combattants du Hamas dans la ville de Gaza, comme le dit Benjamin Netanyahou, mais ce n'est pas ce que dit forcément l'état-major israélien. Oui, alors on parle de quelques milliers de combattants encore, et c'est pour ça que Benjamin Netanyahou a demandé à l'armée de s'emparer de la ville de Gaza. S'emparer de la ville de Gaza, c'est la moitié de la population de la bande de Gaza. C'est 1 million de personnes. Et vous avez déjà des centaines de milliers de familles gazaouis dans un état calamiteux qui ont pris la route du sud, soi-disant parce que le sud de la bande de Gaza serait une zone où il n'y aurait pas de bombardement, ni à l'artillerie, ni de bombardement de l'aviation israélienne. Donc voilà la situation. C'est très difficile d'avoir une réponse. Je vous rappelle que il y a maintenant 1 an déjà que la plupart des experts militaires israéliens, y compris des militaires d'active, disent que le Hamas ne présente plus de danger pour Israël. Il n'y a plus de bombardements, plus de roquettes, plus la capacité de mener une opération contre les forces israéliennes. Il y a ponctuellement des opérations de guérilla, et d'ailleurs il y a des militaires israéliens qui sont tués dans l'offensive sur Gazaville. Mais cette offensive sur Gazaville, le chef d'état-major avait dit publiquement qu'il n'en voulait pas, que c'était une mauvaise idée d'installer l'armée israélienne à l'intérieur de Gazaville et que ce n'était pas utile à la défense d'Israël. Il faut qu'on dise aussi un mot du dispositif de nature à remplacer l'autorité palestinienne, c'est-à-dire une autorité internationale qui serait animée et présidée par Trump lui-même, d'une part, avec le secours de Tony Blair. Et donc la question, cette question pour Alain, que vient faire Tony Blair dans cette galère? Parce que on sent bien que, je veux dire, c'est quelqu'un qui a d'immenses qualités, notamment d'avoir mis fin à une guerre centenaire, c'est-à-dire la guerre qui se livrait en Irlande. Mais sur le plan du Proche-Orient, il avait été à un moment nommé à un poste qui restait à définir, dont il n'a pas fait grand-chose. Est-ce qu'il peut être, Tony Blair, un élément qui donne confiance à ce dispositif, ou bien est-ce que c'est simplement une caution qui est apportée là? Je ne sais pas comment Alain voit les choses. Écoutez, moi, je vous dirais que sur le plan de la mémoire historique des peuples, je trouve que c'est une calamité. Non pas que Tony Blair ne soit pas un homme très compétent et capable,
Il l'a prouvé et on a sous-estimé ce qu'il a accompli lors de ses 3 mandats successifs. Enfin, les électeurs britanniques savaient ce qu'il faisait lorsqu'ils l'ont réélu 3 fois de suite. Son image internationale est catastrophique parce qu'il a soutenu à fond en 2003 l'opération de George Bush contre l'Irak de Saddam Hussein. Et là, il s'est perdu, il le sait très bien que son image. Ensuite, au début du siècle, il a été l'homme que l'Union européenne, les Nations unies, la Russie et les États-Unis avaient sollicité, on appelle ça le quartet, avaient sollicité pour mener une mission d'apaisement, de dialogue économique et politique en Cisjordanie et la bande de Gaza. Cette mission n'a abouti à rien. Elle a duré plusieurs années, elle a dû coûter pas mal et elle n'a abouti à rien, absolument rien de très construit ou qui ait laissé un bon souvenir. Mais allons plus loin encore. Allons aux années 1920-1922. Qui reçoit un mandat pour gérer et administrer le territoire de la Palestine, un mandat de la Société des Nations, c'était l'ONU de l'époque. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les vainqueurs, les alliés, se disputent l'Empire ottoman, qui avait choisi, lui, d'être du côté allemand, et qui se donc trouve défait, battu, vaincu, et de ce fait, les Européens se partagent ce qu'était l'Empire ottoman. Dans l'Empire ottoman, il y avait cette région, qu'on appelait déjà d'ailleurs la Palestine, et elle était administrée, elle était sous mandat de la Grande-Bretagne. On avait confié à la Grande-Bretagne un mandat pour régler cette question, et notamment régler les relations entre le foyer juif qui s'installait déjà depuis plusieurs dizaines d'années et les habitants, les Palestiniens. Et ça s'est traduit par une guerre que les Palestiniens, comme les prédécesseurs d'Israël, les Juifs qui étaient venus s'installer sur cette terre, se sont livrés à une bataille, à une guérilla infernale. Il y a eu plusieurs divisions britanniques qui n'arrivaient pas à contrôler ce territoire. Et donc, si vous voulez, c'est remuer le passé dans la mémoire collective des Palestiniens que de solliciter un homme comme Tony Blair pour régler une question dont les Britanniques sont assez largement responsables. Je dis ça de manière assez académique, mais ça me paraît assez curieux. Voilà, je ne sais pas si ça se fera, si ça ne se fera pas. De toute façon, ça va être dans un deuxième temps, mais il me paraît beaucoup plus important que les Arabes prennent leurs responsabilités, que les Arabes qui, sur le plan verbal, sont toujours les premiers à défendre la cause palestinienne, mais qui n'ont jamais fait grand-chose pour la cause palestinienne, il me paraîtrait beaucoup plus important que les Arabes, qui en ont les moyens et la capacité et les compétences, constituent la force d'interposition qui doit permettre la reconstruction, la force d'interposition militaire, assurant la sécurité pour permettre la reconstruction de la bande de Gaza. Ça me paraît beaucoup plus important que d'imaginer Tony Blair à la tête d'un autre comité, etc., comme une sorte de, je ne sais pas quoi, de garantie de compétences. Pourquoi pas, oui, mais historiquement, politiquement, je ne crois pas que ce soit une très bonne idée. Bon, réserve sur Tony Blair, donc on l'aura bien compris. Revenons à Donald Trump, qui décidément a eu une semaine chargée. Mardi 30 septembre, sur la base américaine de Quantico, en Virginie, une allocution hautement partisane de plus d'1 heure pour laquelle il avait fait revenir 800 hauts gradés américains déployés partout dans le monde, pour dire en substance, si vous n'aimez pas ce que je dis, vous pouvez quitter la salle et dire au revoir à votre grade, dire au revoir à l'armée. Jean-Marie, c'est une rupture manifeste avec la tradition de neutralité, la séparation normalement entre le pouvoir civil et militaire. En plus de cette rupture, c'est presque une déclaration de guerre interne aux États-Unis qui est prononcée là, puisqu'il fait de l'armée américaine, il fait plus exactement des territoires de villes qui sont des villes démocrates et donc d'opposition à Donald Trump, il en fait le territoire d'entraînement des militaires. Et c'est là qu'on se dit, il se trame quelque chose parce que ces déclarations incendiaires suivent d'assez près le fait qu'il a déployé la garde nationale, donc des unités malgré tout militaires qui ne sont pas l'armée mais qui sont armées. Il les déploie, il a commencé de les déployer d'abord à Washington et puis dans des villes qui sont réputées aussi démocrates. Alors que c'est normalement illégal parce que la garde nationale ne peut être enclenchée que si il y a une décision commune du pouvoir fédéral et du gouverneur de l'État. Évidemment, les gouverneurs ou plus encore les maires des villes concernées n'ont pas eu voix au chapitre selon Donald Trump. Donc c'est quelque chose dont on se dit,
il est peut-être en train de glisser au-delà même de ce que l'on appelle une démocratie libérale, puisqu'il piétine déjà un certain nombre de choses. Premier piétinement possible, c'est le sort de la réserve fédérale et des dirigeants de la réserve fédérale. Là, s'il continue dans son obsession de prendre le contrôle de la réserve fédérale, il peut très bien être un facteur de déclenchement d'une gigantesque crise financière. Parce que pour le coup, s'il y a quelque chose que les marchés vont regarder, c'est bien cela. Donc c'est déjà un élément gravissime. Tout ça s'inscrit dans un contexte où on a le sentiment d'un glissement progressif des États-Unis vers autre chose qui aille encore une fois même au-delà de la démocratie, dit-il, libérale qui est pratiquée par exemple par Viktor Orban en Hongrie. Et donc on ne sait plus trop où on va avec lui. Donc il faut simplement espérer que les midterms, les élections de mi-mandat, verront une inversion de tendance et non pas quelque chose qui continuera de renforcer un pouvoir présidentiel qui s'exerce, on a le sentiment en tout cas qu'il s'exerce hors limite aujourd'hui. Et donc, comme disait le regretté Georges Pompidou, quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limite. Hors limite et avec une grande militarisation, on le Bien voit dans les rues des villes américaines, ces interventions de la police de l'immigration qui poursuit des arrestations jusque devant les portes des tribunaux. Qui ressemble de plus en plus à une milice d'ailleurs, parce que les gens sont arrêtés de façon arbitraire, ils sont bousculés, ils sont enfermés, voire expulsés, d'une façon qui est, encore une fois, qui méconnaît tous les principes élémentaires de la vie en société dans une démocratie. Donc, très honnêtement, moi, je ne comprends toujours pas le silence des républicains dans cette affaire. On dit beaucoup que l'opposition démocrate est de mal en point, que oui, il y a une radicalisation du côté des jeunes démocrates qui tiennent des propos de plus en plus radicaux, certes, mais l'opposition démocrate, elle est globalement, hormis quelques voix ici ou là, dont celle de Barack Obama, assez silencieuse malgré tout, en tout cas, elle se comporte comme vaincue pour une longue période. Mais les républicains, dignes de ce nom, devraient réagir. Et pour le moment, personne ne réagit à ces propos qui, encore une fois, sont incendiaires et sont dramatiquement dangereux, je pense. Alain Frachon ? Oui, pour prendre la mesure de Trump, il faut le citer et il faut bien comprendre qu'il fait ce qu'il dit. Donc, ce qu'il dit, il va le faire. Effectivement, son propre parti lui est totalement soumis, c'est-à-dire à renoncer absolument à jouer un rôle politique qui est celui des élus, qui est celui du contrôle de l'exécutif. Donc déjà, on voit les États-Unis qui sont engagés dans une sorte de dérive assez inquiétante. Donc il faut le citer. Pendant 73 minutes, Trump a parlé. Il a parlé pour dire du mal de ses deux prédécesseurs, Joe Biden et Obama, devant le gratin, le super gratin, si vous voulez, de l'armée américaine. 800 généraux, amiraux, souvent des gens extrêmement pointus en matière satellitaire, en matière nucléaire, en matière de génie civil et militaire. Donc il avait devant lui, si vous voulez, une salle à fort quotient intellectuel. Il a blagué, il a essayé de mimer Barack Obama d'une manière plus que douteuse. Il a naturellement dit encore du mal de son prédécesseur, Joe Biden, et c'était comme ça une sorte de mélange de blagues et de longs lamento sur le Parti démocrate. Et puis à un moment, il s'interrompt à la 44e minute et il dit ceci. J'ai dit à Pete, c'est le ministre de la Défense, Pete Hegseth, qui avait convoqué cette réunion étonnante. J'ai dit à Pete, nous devrions utiliser certains de ces hommes dans les villes les plus dangereuses du pays. Ce sont les villes démocrates, dans les villes les plus dangereuses du pays, car ça permettrait d'entraîner nos forces contre l'ennemi de l'intérieur. Alors, on ne sait pas quel est l'ennemi de l'intérieur. Et il ajoute, parce que en ce moment, l'Amérique est envahie. Nous subissons une invasion de l'intérieur. Mais ce n'est pas différent d'une invasion qui viendrait de l'extérieur. Simplement, c'est une invasion difficile à contrôler et à combattre parce qu'ils ne portent pas d'uniforme. Alors, à qui s'adresse-t-il ? Aux immigrés, légaux, illégaux, aux démocrates ? On ne sait pas, car seuls sont visés les villes démocrates. L'Amérique subit une guerre de l'intérieur, poursuit-il, dans les villes à majorité démocrate. Elles sont particulièrement dangereuses et nous allons, les unes après les autres, remettre de l'ordre dans ces villes. Et c'est un des grands travaux, un des rôles qui revient à certaines des personnes qui sont ici dans la salle. C'est-à-dire, c'est un des rôles qui va revenir
à l'armée américaine. On va déployer l'armée américaine dans les villes démocrates, particulièrement dans les quartiers difficiles, soit pour prendre le contrôle des villes elles-mêmes, soit pour lutter contre l'immigration illégale. Avec ces troupes de l'ICE, que vous avez cette police de l'immigration, et qui est pour la première fois dans les États-Unis une force de police qui opère masquée. Alors, sans tomber dans le catastrophisme, mais vous avez des gens très posés, comme David Frum, par exemple, qui est l'ancien speechwriter, celui qui écrivait les discours de George Bush Jr., qui est farouchement anti-Trump, et qui écrit cette semaine dans le mensuel The Atlantic. Imaginons le scénario suivant. Pourquoi les villes démocrates? Est-ce que la garde nationale, c'est l'armée de réserve. Mais elle a aussi des chasseurs-bombardiers, des bateaux, des blindés. C'est une véritable division de l'armée, la garde nationale. Eh bien, si la garde nationale, dit Frum, est toujours dans les villes démocrates, au moment des élections, dans un an, au moment des élections législatives de la mi-mandat, qu'est-ce qu'elle fera? De l'intimidation? On va voter comme ça, avec des bureaux de vote qui seront contrôlés par la garde nationale. Jamais les États-Unis n'ont vécu une pareille militarisation de la vie politique. Et c'est un terrain qui peut conduire à des affrontements d'ailleurs, ces propos. Ça peut glisser dans un pays qui a quand même une tradition de guerre civile avec la guerre de sécession. Je veux dire, ça peut vraiment amener au pire les États-Unis. Et donc voilà quelqu'un qui non seulement défait l'ordre international construit par les États-Unis depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il défait aussi la substance même de la démocratie américaine. Et il faut pas non plus faire comme si ça ne regardait que les États-Unis, parce que ça nous concerne aussi. Quand on voit que désormais l'AfD en Allemagne, parti néo-nazi d'après les juristes allemands, quand on voit que ce parti néo-nazi recueille en intention de vote d'élections législatives le premier score, devant la CDU, devant le parti de droite classique, plus encore évidemment devant les socialistes, on se souvient que la campagne électorale de l'AfD a été encouragée, soutenue par des personnalités éminentes du gouvernement de Trump et notamment par le vice-président J.D. Vance. Et ces encouragements à l'extrême droite allemande vont de pair avec les encouragements à l'extrême droite britannique, puisque Farage est aussi crédité d'un nombre supérieur de scrutins si les élections avaient lieu maintenant en Angleterre. Les Anglais ont fort heureusement encore 4 ans, les travaillistes pour redresser le cours des choses, mais là aussi c'était encouragé par un certain nombre de porte-parole du gouvernement Trump. Donc il ne faut pas penser un instant qu'on soit à l'abri de cette dérive américaine parce qu'elle peut traverser l'Atlantique. Une dérive américaine qui nous concerne aussi. Donc, merci beaucoup Jean-Marie Colombani, merci Alain Frachon. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Monde devant soi. Merci Hélène. Merci Hélène. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast. Production éditoriale et présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.